Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans Parlerons-en. Ce soir, nous allons réfléchir à la place donnée à l'homme dans l'entreprise. Au cœur de la crise, alors que les plans de licenciement se multiplient, difficile de garder confiance dans l'économie et l'entreprise. L'homme peut-il être reconnu dans un monde où le profit domine? Jusqu'où les entreprises doivent-elles se sentir responsables socialement de leurs salariés? Peut-on vraiment être patron et chrétien aujourd'hui, David? Oui, Stéphanie, nous aborderons toutes ces questions dans cette émission qui va se dérouler en deux grandes parties. Dans quelques instants, nous verrons ensemble un film documentaire intitulé « L'emploi au cœur ». En 2003 et en 2005, Lafarge Maroc procède à 2 plans de licenciement. En tout, 235 personnes doivent perdre leur emploi. Mais Lafarge, avec l'aide d'un syndicat et du gouvernement marocain, va aider ses salariés à créer leurs propres entreprises. Nous allons suivre cette aventure avec nos invités sur ce plateau et qui interviendront ensuite dans un débat sur l'entreprise à visage humain. Alors, on a la chance d'accueillir tout d'abord Jean-Marie Schmitz. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes administrateur, directeur général de Lafarge Maroc. Exact. Également sur ce plateau, Larbi Koulou, responsable du plan de redéploiement de Lafarge Maroc. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Mohamed Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant du syndicat l'Union marocaine du travail. Merci de nous avoir rejoints. Geoffroy Roux de Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes PDG de Virgin Mobile et président de l'UNEDIC. 5e invité, Samuel Rouvillois, bonsoir. Vous êtes frère de Saint-Jean, philosophe et conseiller également de nombreux patrons chrétiens. Et puis sur ce plateau, Philippe Chalmin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine. Alors tout de suite, on regarde L'emploi au cœur, un film de Marc Janson produit par DCX. On se retrouve juste après. Maroc. Nous sommes en 2003. Le groupe international Lafarge, d'origine française, est présent dans ce pays depuis une centaine d'années. Jean-Marie Schmitz est l'administrateur directeur général. Il est en passe de réussir l'une des opérations les plus délicates de sa carrière. Siège de l'Union marocaine du travail, l'une des principales centrales syndicales du pays. Ses dirigeants viennent pour la première fois d'accepter le licenciement de 150 salariés et d'épauler les reconversions proposées par l'entreprise. Une révolution dans la vie de cette centrale, plutôt réputée pour être un interlocuteur exigeant. Mohamed est agriculteur et vit dans cette ferme perchée dans la montagne. Il a créé une petite entreprise florissante qui fait des envieux. Point commun, toutes ces personnes ont participé à une opération de reconversion qui fait désormais tache d'huile dans tout le pays. La création de 226 petites entreprises par des chômeurs à la suite de la fermeture de leurs usines. L'histoire commence ici à Tétouan, à proximité de Tanger. Voici quelques années, cette vieille cimenterie a été rachetée à un groupe financier espagnol. Elle a vécu plusieurs adaptations avant de devenir au fil des années techniquement obsolète, ne pouvant plus répondre aux besoins du marché ni aux normes environnementales d'aujourd'hui. Une décision doit alors être prise. Fermer l'usine en octobre 2003. Elle sera remplacée à quelques kilomètres de là, sur les hauteurs de Tétouan, par une nouvelle cimenterie ultramoderne, largement automatisée et qui produira 4 fois plus avec un personnel 2 fois moins nombreux et hautement qualifié. 50 salariés de la vieille usine seront repris par la nouvelle unité Tétouan 2 au terme d'une formation. Les 125 restants devront être licenciés. Pour tout le personnel, le choc est considérable. Désespoir, colère. Un salarié de l'usine a même menacé de se jeter dans le vide depuis un pont roulant.
Nous sommes alors en 2003. C'est le début de notre grande enquête. Nous commençons par la rencontre des principaux protagonistes de cette opération pour qu'ils nous racontent la suite de l'histoire. Jean-Marie Schmitz, tout d'abord. Nous le rencontrons au siège de l'entreprise à Casablanca. Ils pourront partir quand M. Tarva sera... La première décision et la plus importante que nous avons prise, c'était de dire que notre responsabilité était engagée vis-à-vis du personnel de la cimenterie de Tétouan et que notre objectif n'était pas seulement de leur donner une indemnité de départ pour satisfaire aux obligations légales et éviter des troubles sociaux, mais que notre responsabilité est de leur permettre de retrouver une vraie activité qui assure leur avenir. L'idée est de mettre en place un plan consistant soit à replacer les salariés licenciés dans des entreprises de la région, soit à favoriser la création de petites entreprises. Nous voulons permettre aux gens qui quittent Lafarge Maroc d'assurer dans la durée leur sécurité personnelle et celle de leurs enfants. Et donc notre objectif n'est pas simplement qu'ils créent une microactivité, notre objectif est que cette microactivité ait le maximum de chances de réussir. C'est pour ça qu'on a fait cette étude en amont pour savoir les secteurs dans lesquels pouvait se développer avec succès ce type de petite entreprise. C'est pour ça aussi qu'on avait développé ces contacts avec le ministère de l'Agriculture et avec le FPPT pour avoir les formations adaptées et les préparer au mieux à leur nouveau métier de patron. Et c'est pour ça aussi que nous avons pris la décision pendant 2 ans de leur assurer un suivi et une possibilité d'appel s'ils étaient confrontés à une difficulté de gestion ou d'ordre administratif pour que nous puissions les épauler dans la résolution de ces problèmes. Plus vous anticipez, plus vous vous donnez du temps pour réaliser des opérations de reconversion, plus vous avez de chances de les réussir. Et donc nous avons pris le pari d'annoncer le 3 janvier 2002 au personnel de l'usine la fermeture en octobre 2003, 21 mois plus tard, de la fermeture de l'usine. Et donc nous nous sommes donné 21 mois pour réussir cette reconversion du personnel. C'est une étape qui a été caractérisée pour l'inquiétude. Il y avait la peur à l'avenir, la méfiance et la démotivation de l'agent. C'est une période de deuil. C'est une période de deuil. C'était la période difficile. Le déroulement du plan comprend 2 phases préalables, conditions indispensables de la réussite. Première phase, l'information des ministères de l'Emploi et de l'Agriculture et du principal partenaire syndical, l'Union marocaine du travail, à qui Jean-Marie Schmitz propose de bâtir un véritable partenariat. Pari d'autant plus risqué qu'au même moment, ce syndicat était engagé dans un conflit avec la filiale d'une entreprise multinationale. Conflit tellement dur qu'il entraîna la fermeture complète de l'entreprise et le licenciement de ses 550 salariés. Il s'agissait de licencier un certain nombre de nos camarades dans l'usine du Nord avec 0 chômeur. Donc c'est une contradiction même dans les termes. Lors des discussions, nous avons senti la confiance, la disponibilité et la sincérité pour faire aboutir ce plan social. Il s'agit aussi de convaincre les ministères de l'Emploi et de l'Agriculture. Mais cette fois, la tâche est plus aisée. Nous sommes le ministère de l'Emploi et donc notre objectif premier, c'est de préserver et de créer de l'emploi et non pas en perdre. Et par conséquent, nous étions enthousiastes pour accompagner cette entreprise que nous considérons comme étant une entreprise citoyenne, puisqu'elle a effectivement, disons, parrainé cette grande opération, qui est une opération, à notre avis, sociale d'envergure. Et donc, nous avons mis à la disposition de
cette entreprise les moyens techniques, les moyens humains nécessaires pour la formation de personnes qui voulaient créer des entreprises spécifiques. Et donc ça a été une très très bonne initiative que nous avons saluée et que, à la demande de Lafarge et en partenariat, en synergie, on a travaillé ensemble dans ce sens. De réinsertion et de création. Deuxième phase, la présentation du plan au personnel de l'usine de Tétouan. C'est le point le plus sensible. Le 3 janvier, une rencontre sous haute tension est organisée dans la vieille usine entre Jean-Marie Schmitz, l'encadrement et les représentants du personnel. 3 solutions sont proposées. La retraite anticipée à 55 ans, la réinsertion dans une entreprise de la région ou une aide pour lancer une petite entreprise. Dans ce cas, l'ouvrier percevra en plus de son indemnité d'ancienneté une aide financière variable en fonction du nombre d'emplois créés, plafonnée à 12 000 €. Ce n'était pas du tout facile d'annoncer aux gens leur départ. C'était très difficile, vous vous mettez devant quelqu'un, vous lui dites que vous partez, il répondait, vous savez, moi j'ai une famille, je ne sais rien faire que le salariat, je fais partie de cette société et je ne veux pas partir de cette société. À chaque fois que Lafarge s'est engagée sur quelque chose, elle respecte son engagement. Donc il dit, à partir du moment où il y a cela, donc les salariés font confiance. J'ai eu la surprise, et je dois dire agréable, d'être applaudi à la fin de cette réunion par une partie importante de l'assistance, qui n'est pas ce à quoi vous vous attendez quand vous venez annoncer la fermeture d'une unité. C'est une notion de vérité. Vous regardez droit dans les yeux et vous dire ce que je pense, par exemple. Vous dire ce que je crois. Je peux me tromper, mais je vous le dis. Et vous m'en voudrez pas si je me trompe, parce que je vous l'ai dit. Abdelkébir Mezouar est professeur consultant au Maroc. Il dirige également un cabinet conseil et un club de réflexion stratégique. Il a suivi attentivement l'ensemble de l'opération comme témoin extérieur. Et très paradoxalement, très curieusement, ces valeurs qu'on retrouve là, les valeurs de l'islam, qui sont des valeurs de solidarité, de partage, d'engagement, de parole donnée, de respect de la parole donnée, des choses de cette nature. Et donc le fait que Lafarge, qui supposait être une entreprise étrangère, les mettre, et pratiquement seul, les mettre en pratique, et je veux dire, à joindre l'acte à la parole, à être dans un rapport honnête aux choses et aux gens, font que, c'est encore une fois, quelque chose de remarquable. Les collaborateurs, ils arrivaient à comprendre que nous sommes ici pour les aider. Ces dimensions-là, c'est quelque chose que, je veux dire, qui sont des composantes qui vont au-delà de la dimension financière, de la dimension technique, et qui touchent au ressort profond que l'on porte en nous, et qui font que l'on peut remuer des montagnes, entre guillemets, et faire que, on peut faire basculer une situation de crise vers quelque chose de porteur d'avenir, de porteur de devenir. Une équipe de soutien est alors mise en place. Elle est constituée de 3 personnes à plein temps à l'usine de Tétouan. Mohamed Tassafout, Madame Raïs et Omar Achache, épaulés par Francisco Alvarez, le directeur de l'usine, et Larbikoulou, le coordinateur du projet. Mission : recevoir chaque collaborateur pour lui exposer les moyens mis à sa disposition, l'aider à définir son orientation future, permettre ensuite à ceux ayant un projet de création d'activité de le concrétiser et les accompagner sur une durée de 2 ans. C'est une aventure très forte, très très forte, forte en émotion. Il y a des moments de très très grande joie, il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. Très difficile en effet, car il a fallu 3 semaines avant que les premières personnes licenciées acceptent de prendre contact avec l'équipe. Les 2 premiers projets n'ont émergé qu'au bout de 2 mois. Le 3e et les suivants, 3 mois après. Vous avez devant vous une personne, et derrière cette personne, il y a une famille.
Et alors il faut aimer. Et d'ailleurs, on le constate aujourd'hui, après coup, lorsqu'on va visiter les projets, et on revient très content lorsque le projet a réussi, et on est un peu malheureux lorsque le projet connaît certaines difficultés. Et alors ça veut dire qu'on travaille avec et la tête et le cœur. Bien, mais à quoi ressemblent ces projets? Comment se passent ces démarrages d'activité? Pour le savoir, nous partons pour la Médina, dans le centre de Tétouan. Abdelkader est plutôt entreprenant. Il a créé tout d'abord, grâce à l'aide de Lafarge, un commerce d'alimentation générale. Puis, en 2002, il s'est réorienté vers la création de petites salles de jeux vidéo. Il a embauché ses 2 garçons qui sont désormais autonomes. Quant à lui, il vient de retrouver un emploi d'agent de sécurité. Nous lui avons demandé si le suivi de Lafarge l'avait aidé à développer son projet. Bon, il a dit non, on dit de la vérité, quoi. Pour Saïd, les choses ne sont pas aussi claires. Ancien mécanicien à l'usine de Tétouan, il a ouvert en février 2003 un commerce de vente de textiles dans le souk fermé de Kissariat. Au dire de Saïd, ce n'est pas sans inquiétude qu'il s'est résolu à quitter les grands espaces de la cimenterie pour venir s'installer dans ce petit réduit dans lequel il se sent un peu comme dans une prison. Son beau-frère avec qui il s'est associé et l'accompagnement de 2 ans sont pour lui des points d'appui rassurants. Mais la liberté continue de lui manquer. C'est bien, bien. Au départ, c'est pas comme il souhaitait voir au départ, mais grâce à la clientèle de son beau-frère, qui était grand souk, il a un peu la clientèle, il est en moyenne, et il estime un peu heureux. Khalid s'est associé à Redouane, tous 2 anciens électriciens de l'usine, pour créer en juin 2002 une petite affaire d'électricité industrielle située à la périphérie de Tétouan. Les 2 associés reviennent de loin. Les débuts, en effet, ont été plutôt chaotiques en raison de graves problèmes de trésorerie. Grâce au suivi attentif de l'équipe de soutien et un réajustement draconien de la gestion, l'affaire a désormais pris son envol. Parmi leurs clients, des entreprises de la région et surtout le chantier de la nouvelle cimenterie. Oui, pour cette suite, c'est très intelligent car il nous a aidé beaucoup. Car on a eu des problèmes la première fois en démarrage, problèmes commerciaux, problèmes techniques. Maintenant ça va, ça marche bien, bien. Vous voulez dire que s'il n'avait pas été là pour vous appuyer... Vous n'aurez pas trouvé ce projet jusqu'à maintenant. Mohamed est une figure. Il vit dans ce nid d'aigle avec sa femme et ses enfants dans cette ferme qu'il a reçue de ses parents. Mohamed était délégué syndical à l'usine de Tétouan et un représentant du personnel particulièrement combatif. Cette pugnacité, il l'a mise en mai 2002 au service d'un projet de pluriactivité agricole dans lequel il emploie ses enfants. Son père a vécu 105 ans. Il n'a jamais été malade. Il était comme lui, un grand travailleur. Bon, leur père le disait, vous avez de terre, alors là, elle pourra vous donner de l'argent. Vivre de la terre, un objectif possible à condition de se former aux techniques modernes. Le lendemain, nous partons avec Mohamed et plusieurs autres ouvriers de l'usine de Tétouan en visite dans une ferme modèle. De nombreux projets sont agricoles et plusieurs d'entre eux concernent l'élevage. Bienvenue chez moi. Merci, mon ami. Objectif des agents du ministère de l'Agriculture et de l'OFPPT, l'Office national de formation professionnelle, qui sont partenaires du plan de redéploiement Lafarge et qui encadrent ces visites, mettre les créateurs de projets
en contact avec des réussites, pour leur permettre d'en tirer à la fois des enseignements et, si possible, un enthousiasme. La meilleure des façons, c'est de faire apprendre les gens directement sur le terrain, parce que c'est des gens qui, si vous voulez, c'est un apprentissage de métier. Et pendant ce temps, les affaires continuent. Mohamed en a profité pour acheter un bouc et il négocie son prix. C'est un bouc à 800 dirhams. C'est un prix donc, de visiteur. Il va le prendre le samedi. Pour lui, si c'était son bouc, lui, il demanderait plus. قل له إذا جيت أنت لما خصك تجي تكسبون قل له اختار ولكن إذا جا الكسب لا كان عنده القانون طبعا. Notre premier séjour au Maroc touche à sa fin. Au moment de quitter le pays et à 5 mois de l'ouverture de la nouvelle usine, 100 chômeurs de l'ancienne cimenterie de Tétouan avaient déjà créé une petite entreprise, générant au total 236 emplois. Pour Lafarge, le coût par salarié représentait 95 000 dirhams, soit 9 500 €. Enfin, la production avait pu être assurée jusqu'au dernier jour, sans journée de grève. Le bilan, en apparence, ne comportait aucune ombre. Deux ans après, où en était cette opération? Qu'étaient devenus les principaux protagonistes? Les projets avaient-ils tenu l'épreuve du temps? Quel bilan pouvait-on tirer de cette réalisation? Pour le savoir, nous retournions au Maroc. Entre-temps, un deuxième plan de redéploiement avait eu lieu à l'usine de Tanger, dont la partie amont avait été fermée. Première surprise, on pouvait constater que la quasi-totalité des chômeurs avaient préféré créer leur activité plutôt qu'être reclassés dans des entreprises. Le bilan était le suivant. Sur les 121 personnes licenciées de l'usine de Tétouan, on comptait 112 créations d'entreprises et 267 créations d'emplois. 9 salariés ont préféré le reclassement dans d'autres entreprises. Sur les 114 personnes licenciées de l'usine de Tanger, on comptait 114 créations d'entreprises et 273 créations d'emplois. Soit au total 226 entreprises ayant généré 540 emplois, soit plus de 2 fois le nombre de personnes licenciées. La répartition par secteur d'activité privilégie l'agriculture qui vient largement en tête avec 100 projets. Viennent ensuite presque à égalité le commerce avec 59 projets et les services avec 53 projets. Et enfin les ateliers à caractère industriel avec 14 projets. En tout, une douzaine de projets ont connu des difficultés, 6 d'entre eux ont échoué. Parmi ceux que nous avions rencontrés 2 ans plus tôt, Saïd, qui avait ouvert le commerce de vente de textiles dans le souk de Kissariat, a finalement cédé à l'appel du large et a émigré en Espagne. Khalid et Redouane, les électriciens, après des débuts difficiles, ont développé leur activité et ont embauché leurs premiers salariés. Abdelkader a fermé sa salle de jeux vidéo pour ouvrir un peu plus loin dans la Médina une épicerie. Enfin, plusieurs projets restaient fragiles. En ce mois de mars, nous repartions à la rencontre de nouveaux projets, de têtes nouvelles, et d'autres déjà connus comme Mohamed. Qu'était devenu le roi de la montagne, comme le surnomment ses amis? Pour le savoir, nous reprenions ce dimanche 13 mars la petite route en lacet qui conduit à sa ferme. Pour Mohamed, les affaires vont très très bien. Depuis notre dernière venue, il s'est fait construire pour ses vieux jours ce nid d'aigle de 140 mètres carrés qu'il nous fait visiter. Mur en pierre de 40 cm d'épaisseur, sol et revêtements conçus pour durer et résister au froid et à la chaleur. C'est la cuisine. Mohamed a considérablement développé ses activités agricoles. Élevage de 13 vaches, plantation de 500 oliviers et 35 rosacées, maraîchage de saison, ce qui lui a permis aussi d'initier de nouvelles activités,
transport de marchandises avec un camion et de personnes avec un grand taxi. Dit que cet argent, il doit être au service de son bonheur. Donc, il doit vivre. Il dit, à quoi ça sert cet argent si on économise comme ça? Tout au long de notre séjour, nous constaterons que ces plans de redéploiement ont été l'occasion pour un grand nombre de créateurs de projets de chercher à assurer un emploi pour leurs enfants. Ainsi à Tanger, la serrurerie de Chebaa et de ses fils. Salarié à l'usine de Tanger depuis 1977, cela faisait 4 ans qu'il rêvait de créer sa propre entreprise, mais il n'en avait pas les moyens. Le déclic a eu lieu lors du premier plan de Tétouan 1. Chebaa travaille aujourd'hui avec ses 2 fils. Il a recueilli Ahmed, actuellement en congé scolaire, qui a perdu sa mère. Son père, lui, a émigré. Ils ont commencé, donc Lafarge elle a commencé avec l'usine de Tétouan et ils savaient que leur tour il va venir. Hein. Donc ils avaient des relations avec les gens de Tétouan et s'informaient qu'il avait un double objectif. Le premier c'est de gagner de l'argent et le deuxième objectif c'est-à-dire trouver un emploi pour ses 2 fils. Quel regard porte la presse marocaine sur cette expérience? Quel jugement porte-t-elle? A-t-elle des réserves? À Casablanca, nous nous rendons au journal L'Économiste, le premier quotidien économique du pays. Nous y rencontrons Jamel Aradi, qui a suivi de très près les 2 plans de redéploiement. Je crois que dans 95%, ils ont tous créé leurs entreprises. Ce sont des petites entreprises, des micro-entreprises. Il ne faut pas croire que c'est des multinationales, mais quand même, l'idée était là. Et même ces entreprises ont été génératrices d'emplois. Parce que, par exemple, sur Tanger, ils ont eu 113 créations d'entreprises qui ont créé 269 emplois, ce qui n'est pas mal. On sait que, par exemple, un emploi au Maroc fait vivre une famille de 5 personnes. C'est l'exemple, en fait, avec un E majuscule, à suivre. Ce serait ça. Au lieu de donner de l'argent comme ça aux gens, bon, il va acheter un appartement ou un truc et puis c'est terminé. Mais là, vous l'aidez à créer une entreprise, vous le financez à hauteur de 80%, et lui-même, il va créer des emplois. Bon, c'est une insertion, comment dire, qui est très positive. Et ça humanise non seulement l'entreprise, mais aussi l'action sociale, parce que là, ce n'est pas de la charité, ce qui est très important. Ce n'est pas de la charité. À vous entendre, vous ne faites aucune réserve, comme journaliste, sur ce que vous avez vu et entendu sur le plan de redéploiement? Aucune. Mardi, nous quittons Casablanca pour la campagne, à la rencontre de nouveaux visages. En cette saison, la nature commence à reprendre des couleurs et le printemps n'est pas loin. Ancien ouvrier, Mustapha a choisi de créer un projet agricole près de Tanger. Il travaille à la ferme avec ses 3 fils. Il a 9 vaches laitières, un géniteur et 6 de nouveau-nés. Qui allant de 15 jours à 3 mois. La production, elle est en même temps de viande et du lait. Et la commercialisation se fait au niveau de la ville de Tanger. Et toute la main-d'œuvre, elle est familiale. Donc il fait travailler ses enfants, sa famille tout entière dans les activités du projet. سميتو
زكريا زعما زكريا واش بغيتيه يدير من بعد زعما Bon, il s'appelle Zakaria, c'est son petit-fils. Maintenant, il fait ses études scolaires au niveau du primaire. Bon, il va continuer à le suivre au niveau de ses études et en même temps, il va l'intégrer dans le domaine agricole. Donc, s'il trouve que son fils s'intéresse bien à l'agriculture, il n'a rien à choisir que ce métier parce que lui, il n'opte pas pour que les gens soient des salariés. Il veut que son fils soit libre et travaille, crée son entreprise à lui-même. Qu'il s'agisse de projets agricoles, de commerce ou d'ateliers industriels, la formation est l'une des clés de la réussite. Sans elle, et avec la meilleure volonté du monde, ces projets ne tiendraient pas longtemps. À Tanger, dans cette salle de cours du Centre de formation professionnelle de l'OFPPT, on enseigne des règles de traçage et de soudage à des créateurs de projets à caractère industriel. Parmi eux, Mohamed, un ancien chaudronnier de l'usine de Tanger qui a fait 40 km pour venir suivre cette formation qui durera 5 jours. L'objectif ici consiste à permettre aux participants de réaliser un dessin technique plus précis et donc d'établir un devis lui aussi plus précis qui permettra d'éviter les trop fréquentes révisions à la hausse en cours de travaux. Mohamed a ouvert en juin 2004 un atelier de construction métallique situé en pleine campagne, au milieu des champs. C'est la formation, mais très utile, et je vais encore en profiter. Il dit qu'on n'a pas de formation sur ça. Ce qu'on a appris, ce qu'on fait, on l'a appris sur le tas à l'usine. Il dit que c'est tout au long de l'année, il dit en tout cas depuis qu'il a commencé à travailler, le travail n'arrête pas. Il dit qu'il n'a pas de problème. Au bout du fil, des clients qui annoncent leur visite dans l'après-midi. 15 heures, arrivée des clients. Mohamed est soulagé car les clients sont exigeants et les mesures sont conformes au dessin technique. La commande est bonne à livrer. Au départ, le capital était limité, mais maintenant, ce capital évolue et il va encore réinvestir, il va encore employer d'autres personnes et il s'attend à ce qu'il y ait un développement de son activité. Le lendemain, nous partons vers la nouvelle cimenterie construite sur les hauteurs de Tétouan. Opérationnelle depuis plusieurs mois, celle-ci est enveloppée dans une brume épaisse et traversée par des vents violents. Nous y retrouvons Saïd et Mohamed, qu'a priori rien ne prédisposait à devenir chefs d'entreprise. Tous deux, anciens ouvriers de l'ancienne usine de Tétouan, ils ont créé une entreprise de transport à la réussite spectaculaire. Pour eux, tout a commencé avec l'aide de 85 000 dirhams et un camion-citerne racheté à Lafarge Maroc. Depuis, ils ont embauché 6 salariés payés 5 000 dirhams chacun et acheté 2 camions supplémentaires pour faire face aux commandes de Lafarge Maroc. Ils se sont fixés un salaire à tous les deux. Lui à peu près équivalent à ce qu'il avait à Lafarge et lui un peu plus par rapport à ce qu'il avait à Lafarge. Mais le reste, ils le mettent de côté pour développer pour investir et donc développer leur petite affaire. Il dit notre revenu s'est bien amélioré et il dit que non seulement ça leur permet de vivre et de faire vivre leur famille, mais il y a d'autres personnes qui vivent avec eux et grâce à eux.
Plus que 3. Ce qu'ils mettent de côté, c'est plus que 3 fois le salaire. Combien? Apparemment, ils ne souhaitent pas le dire. Ah bon. Donc ça marche très très bien. Oui, ça marche bien. Ouais, d'accord. Au terme de notre enquête, nous mesurons que les valeurs générées par cette grande aventure humaine vont largement au-delà de l'espace de l'entreprise. À titre personnel, il y a un certain nombre de choses que j'aime, c'est de voir ces personnes qui à un moment étaient dans une situation très difficile psychologiquement. Certains étaient très réticents, certains ne voulaient pas partir. Ce que j'ai aimé, c'est quand on leur rend visite chez eux, de les voir heureux, de voir leur famille contente et de voir leurs enfants qui ne travaillaient pas et qui ont aujourd'hui un emploi. Et ça n'a pas de prix. C'est une culture, nous pensons, qui va faire école à l'avenir. Nous n'allons plus penser à une indemnisation à travers les tribunaux, à travers les négociations, etc., mais aussi à chercher cet essaimage, à ce que l'entreprise essaime, et je pense par la création de mini-projets qui à l'avenir, avec l'accompagnement, peuvent se développer et peuvent contribuer même peut-être dans une seconde étape, et nous l'espérons, à résorber, à être des moteurs de création d'emplois au sein de ces régions. Et moi je pense qu'au-delà des valeurs, j'allais dire, humaines, spirituelles, qui peuvent être partagées universellement, moi je crois qu'il y a une dimension, peut-être qu'il y a un apport fondamental et un apport fondateur de la civilisation occidentale, qui est la dimension de la liberté. Et qui est une dimension, j'allais dire, nouvelle. Une dimension de modernité. Et qui n'est pas facile non plus à développer chez vous. Mais qui vous interpelle, vous? Mais qui nous interpelle tout à fait, fondamentalement, parce que bon, tout s'enchaîne derrière. Et d'ailleurs, dans l'expérience de Lafarge et Tétouan, ça n'a pas été explicitement, ou c'est probablement pas même à la limite conscient, mais implicitement. Qu'est-ce que Lafarge a fabriqué? Il a donné la possibilité à ces gens-là, qui étaient, qu'on le veuille ou non, dépendants de l'entreprise pour leur salaire, pour le gagne-pain, il en a fait des gens libres, qui assument leur destin, qui prennent le risque de cette liberté. Parce que ce n'est pas une liberté octroyée. C'est une liberté, quelque chose que l'on cultive, que l'on nourrit tous les jours, par son action, par sa réflexion, par sa recherche du meilleur, par ses efforts pour progresser, pour faire mieux, pour gagner peut-être plus, pourquoi pas. Après tout, c'est un droit. Mais honnêtement, c'est possible. Ce qui a été généré quelque part et implicitement, c'est en fait de donner aux gens la possibilité d'être libres. Et ça, je veux dire, bon, ça n'est écrit nulle part.
Voilà, c'était L'Emploi au cœur, un film réalisé par Marc Janson. Retour sur ce plateau de Parlons-en où nous avons la chance d'accueillir 3 acteurs de cette aventure sur ce plateau qui sont venus spécialement du Maroc pour participer à cette émission. Jean-Marie Schmitz, administrateur, directeur général de Lafarge Maroc. Également sur ce plateau, Larbi Koulou, responsable du plan de redéploiement de Lafarge Maroc. Et puis Mohamed Alaoui, membre du syndicat de l'Union marocaine du travail, l'UMT. Et puis nous accueillons aussi Geoffroy Roux de Bézieux, PDG de Virgin Mobile et président de l'UNEDIC, Samuel Rouvillois, frère de Saint-Jean, philosophe et conseiller de nombreux dirigeants chrétiens. Enfin, Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Mohamed Alaoui, première question pour vous. Est-ce que ce plan de redéploiement est devenu une référence dans le milieu syndical marocain ? Je vous remercie d'ailleurs de nous avoir invités participer à ce débat qui me semble au cœur des événements suite à la crise financière internationale qui a montré les limites du néolibéralisme ou du capitalisme, toutes les appellations possibles qu'on veut donner à cette financiarisation mondiale. Et à travers ce projet qui est limité à une dimension nationale au sein d'une entreprise bien sûr structurée, nous pensons que nous avons rénové en premier lieu la relation sociale en termes de partenariat entre les partenaires sociaux et l'entreprise. Nous avons nous avons aussi innové avec eux et parce que nous ont convaincus dans cette démarche. Et je pense que nous allons y revenir pourquoi nous avons participé à la réussite de cette ambition, de cet ambitieux projet. Je pense qu'il a fait tache d'huile, puisque nous avons au moins 3-4 exemples suite à des exposés sur la démarche, la méthode que nous avons adoptée avec Lafarge. Nous avons convaincu d'autres patrons, d'autres managers à s'engager avec nous sur des démarches similaires. Je pourrais vous donner un titre d'exemple. On a un hôtel, un très grand hôtel à Mohammedia, qui est juste dans la banlieue de Casablanca, qui allait fermer et qui pratiquement voulait uniquement indemniser les salariés en termes réglementaires. Vous leur donnez tout ce qui est réglementaire, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs entreprises. Déjà, lorsqu'on indemnise au niveau des licenciements, c'est déjà un pas. Et donc, on a travaillé avec eux dans le cadre d'un plan de réinsertion et de réintégration de ces salariés pour ne laisser personne sans revenu. Parce que derrière chaque salarié, il y a une famille. Et là, moi, je pense qu'il y a un terme fondamental et j'aurais aimé qu'il soit dit dans le film, c'est l'aspect solidarité. Parce que lorsqu'on a un père ou un grand frère qui travaille, et quelqu'un l'a dit, il fait vivre 5-6 personnes avec lui. Donc c'est une dimension importante. Et le projet a permis de concrétiser cette valeur qui est très chère au niveau de notre pays, qui est la valeur de solidarité. Donc au niveau de cet hôtel, il a mis à la disposition d'un groupe de salariés l'ensemble du matériel qu'ils devaient revendre pratiquement à des prix ridicules. Et ces gens se sont transformés en traiteurs. Et maintenant, ils sont devenus une référence au niveau de Mohammedia pour organiser les mariages, organiser les fêtes, etc. Ça fonctionne. Nous avons la même chose avec la Comanav aussi. C'est une société nationale de marchands, de transport maritime, une entreprise maritime. Nous avons eu, grâce à ce projet, pu convaincre le management, bien sûr qui était aussi un management ouvert, à aller avec nous pour inciter à ne pas travailler uniquement sur l'aspect financier. Parce que d'autres projets sont nés de ce premier projet. De ce premier projet, absolument. Jean-Marie Schmitz, quelques années plus tard, on a vu 2003-2005. Aujourd'hui, si c'était à refaire, vous referiez la même chose? En sachant que ça marche, oui. Je veux dire que quand nous avons pris la décision, et je pense que c'est la décision la plus importante et la plus difficile que nous avons dû prendre, c'était de savoir si on se donnait du temps pour réussir, en prenant le risque,
c'est rappelé dans le film, au même moment, l'UMT était engagé dans un conflit dur à Casablanca avec une autre entreprise multinationale. Et je me disais, si on annonce trop tôt cette fermeture d'usine et les gens qui vont être licenciés, on prend le risque de grève et de ne pas pouvoir livrer le ciment qui était indispensable sur cette région en raison du développement rapide de l'économie marocaine. Et donc je pense que cette décision a été probablement à la fois la plus risquée et en même temps celle qui a permis de susciter la confiance du personnel vis-à-vis de l'entreprise. Parce que la clé de la réussite dans cette affaire, c'est la confiance qui s'est établie assez rapidement entre ce que l'entreprise proposait et ce que les salariés percevaient. Et je crois que c'est dû à la visibilité de l'engagement du management de l'entreprise dans la réussite de cette opération. C'était dû aussi, je crois, à la communication assez complète et transparente que nous avons faite, à la fois vis-à-vis du personnel de l'usine concernée et vis-à-vis de l'ensemble du personnel de Lafarge Maroc. L'après-midi de l'annonce de cette opération, chaque salarié de l'entreprise a reçu une lettre personnalisée expliquant pourquoi l'usine était fermée et pourquoi nous nous y prenions longtemps à l'avance pour permettre justement non pas d'acheter la paix sociale en donnant simplement un chèque, mais en permettant une réinsertion et un rebond à ces personnes qui étaient touchées par un événement grave. Larbi Koulou, quel bilan factuel, je rappelle que vous êtes le responsable de ce plan de redéploiement, quel bilan factuel faites-vous plusieurs années après le début de l'expérience? D'abord, les résultats en termes de statistiques. Personne des personnes concernées n'étaient laissées seules face à son problème d'emploi. Tous, à un moment donné, ont trouvé une activité, ont eu une activité. Donc c'est déjà un résultat. Mais au-delà, il y a un certain nombre de résultats qualitatifs. Je donnerai quelques exemples. L'un des facteurs de réussite, c'était la préparation. Et nous avons commencé à travailler sur ces projets déjà en 1998 en nous engageant dans un travail d'alphabétisation. Ensuite, il y a eu la formation de ces personnes-là pour que ensuite, où elles sont reprises dans la nouvelle usine, une cinquantaine de personnes, et donc elles seraient capables de faire face à de nouveaux besoins parce que la nouvelle usine est très moderne et donc très automatisée. Il fallait donc qu'il y ait des gens qui aient un minimum pour s'adapter. Sinon, les autres qui partiraient, ils auraient un minimum pour pouvoir, après, soit travailler ailleurs, soit assurer leur mission de créateur d'activité. Donc, pour moi, c'est déjà un résultat très important. Le deuxième résultat, c'est que plusieurs promoteurs de projets ont fait travailler leurs enfants ou des parents. Même des parents. Et donc, au début, au niveau de la préparation, le document qu'on a écrit en premier, on avait dit qu'il faut que les gens travaillent et il faudrait au moins qu'il y ait le même nombre qu'il y ait comme nombre d'emplois créés, au moins le nombre d'emplois perdus. Troisième chose, plusieurs ont pu, grâce à l'aide de Lafarge Maroc, acquérir un logement. Et le logement est un élément de sécurité familiale et sociale. Et donc, dernier élément, c'est que grâce à ces activités, les gens maintenant sont plus ou moins autonomes et ça a été précisé dans le film, sont plus ou moins libres, sachant que au moment où on leur a proposé de partir, c'était pas du tout facile. Et on s'était rendu compte qu'ils avaient investi beaucoup affectivement sur leur relation avec Lafarge Maroc. Et donc, ils se disaient, ils se posaient la question, pourquoi on nous demande de partir, etc. Et puis, à partir donc de ces projets, ils ont découvert que l'homme, d'une manière générale, recèle beaucoup de potentialités, mais il n'en est pas conscient.
Et au départ, tous, sans exception, en tout cas les personnes que j'avais reçues, disaient « moi je ne sais rien faire ». Et avec les entretiens, avec la discussion, on est arrivé à sortir un certain nombre d'éléments de capacité qui leur ont permis après de faire des choses intéressantes. Factuel, vous n'avez pas constaté d'échec? Alors, il y a quelques projets qui n'ont pas abouti. Au début, oui, normal. Au début, il n'y a pas eu d'échec, mais avec le temps, il y a un certain nombre il y a des personnes qui sont parties à l'étranger, comme ça a été dit. Il y a eu des décès, malheureusement. On a eu 2 taxis qui ont fait des accidents et donc ils ont été obligés de quitter pour faire autre chose. Mais globalement, quand vous prenez le nombre de projets qui ont échoué, c'est vraiment très, très, très limité. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai été avec André Boutiran, l'ancien directeur du siège de Lafarge, avec un collègue de la Zambie pour visiter quelques projets. Ils étaient encore là. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont progressé. Et parmi les résultats, j'ai oublié de le mentionner, c'est que nous avons participé au développement local parce que pour les électriciens, par exemple, un simple exemple, et je m'arrête là, les électriciens, quand on cherchait du travail, au début, on croyait que les gens allaient s'orienter vers le salariat. On a été voir les entreprises de la région et on a été voir l'association des entreprises de Tétouan. Et le président de cette association nous avait dit que pour certains travaux d'électricité, soit qu'il les faisait faire à Casablanca, à 400 km, ou à Tanger, à 60 et 70 km. Et avec ces petits projets, ce projet-là, il participe maintenant à résoudre les problèmes, quelques problèmes des entreprises de la région. Jean-Marie Schmitz, alors, on en revient au coût de ces plans de redéploiement. Ça a coûté combien comparativement à un chèque de départ? À peu près la même chose. Donnez-nous une figure chiffrée. Vous avez, dans le film, il est indiqué que les projets ont coûté en moyenne de l'ordre de 9 000 € par projet. Par projet. Je dis à peu près la même chose parce que vous avez dans la législation marocaine un certain nombre de règles sur l'indemnité légale et puis après ça sur les dommages et intérêts. Et compte tenu de ce qui était apporté par l'entreprise, les dommages-intérêts n'étaient pas nécessairement au taux maximum. Et j'ajouterais que au même moment, le Delphi, l'équipementier automobile, a été confronté à un problème que M. Alaoui connaît, puisque c'est l'UMT qui était aussi les syndicats, et qui s'est traduit par 2 mois de grève, 3 salariés, je crois, ou 4 reclassés dans une autre usine qu'ils avaient à Tanger, 70 salariés se retrouvant avec des indemnités mais sans travail. Le coût pour Delphi a été supérieur à celui que nous avons, nous, payé pour une période où tout le monde a retrouvé un emploi et nous n'avons pas eu un jour de grève. Et au lieu d'avoir des gens meurtris par l'expérience qu'ils avaient vécue, nous avons des salariés qui ont donné, par la façon dont ils ont été traités, et par la réussite qu'ils ont eue, qui ont donné confiance à ceux qui sont restés. C'était plus rentable pour vous, finalement, en termes si j'étais cynique, je dirais que en termes de rentabilité et d'efficacité économique, c'était meilleur de procéder comme cela. Et l'un des éléments importants, je viens de l'évoquer, c'est quelle est la perception des gens qui restent dans l'entreprise. La conviction la plus forte que j'ai et vérifiée de multiples façons, c'est que l'efficacité et la réussite d'une entreprise, elle dépend des compétences que vous rassemblez, de leur motivation et de leur façon de travailler ensemble. Je vous garantis que la fierté que les collaborateurs de Lafarge Maroc ont eue de la réussite de ce plan social est une des causes de la réussite de l'entreprise que j'ai la joie de diriger. Un exemple, à la fin, l'usine de Tétouan, avec sa fermeture, les 50 meilleurs étaient partis sur l'usine de Tétouan. Les autres, nous les libérions au fur et à mesure que leur projet était mûr. Ce qui fait qu'à la fin, l'usine de Tétouan a tourné avec
95% de son personnel qui était du personnel temporaire. Les salariés de l'usine étaient partis. Et ça a tourné. Pourquoi? Parce que nous avons sollicité des contremaîtres et des agents de maîtrise supérieurs d'autres usines qui ont accepté de venir passer 2 mois, 3 mois, 4 mois en encadrement de ce personnel qui ne connaissait pas le fonctionnement d'une cimenterie. Il y a un coût quand même, alors peut-être difficilement chiffrable, c'est le coût en temps, en énergie. Vous avez annoncé ce projet 21 mois avant la fermeture de l'usine. Oui. C'est un investissement sur de long terme. C'est vrai, mais vous savez, quand vous passez du temps avec des choses qui ne vous intéressent pas, le temps, même s'il est court, il vous paraît très long. Et au contraire, quand vous faites des choses qui vous passionnent, quand vous voyez, comme l'a évoqué l'Arbicoulou tout à l'heure, quelqu'un qui est au bord du désespoir, puis que vous le voyez quelques mois plus tard, je sais pas si il y a quelques images fortes dans ce film. Quand vous voyez ce père avec son petit gamin sous le bras et qui à la fois lui permet de suivre ses études de primaire ou début de secondaire, et puis qui dit peut-être qu'il voudra être libre comme moi et devenir... Moi, je trouve ça... Et la tête de ce petit bonhomme qui a été adopté par le serrurier, quand je suis allé visiter ça, je vous assure, une petite anecdote, parce que celui qui a expliqué que sans Lafarge, il s'en serait très bien tiré. Et il a, grâce à son indemnité, il s'est acheté juste à côté du petit magasin qu'il avait monté, une maison. Et quand je suis allé rendre visite à ce projet, sa femme m'a fait visiter la maison. Et on est monté, c'est une maison marocaine avec une petite cour intérieure, enfin un petit emplacement intérieur. On était monté au premier étage et elle explique qu'elle était en train de repeindre, puis tout à coup, un torrent de larmes. Et bon, là, moi, je ne parle pas bien l'arabe. Elle ne parlait pas français. L'Arbicoulou était à côté de moi et me dit, elle vient d'expliquer, ne vous inquiétez pas, ce sont des larmes de joie. Je vous assure que je suis reparti à Casablanca, j'aurais passé ma nuit à travailler pour la réussite de ce projet. Geoffroy Roux de Bézieux, en tant que chef d'entreprise et patron de l'UNEDIC, est-ce que cette forme de licenciement est pour vous une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire? Vous savez que ça existe de manière très ancienne en France. Il y a à peu près un tiers des gens qui créent l'entreprise en France qui sont des demandeurs d'emploi et qui bénéficient du même type d'aide, même s'il n'est pas financé de la même manière. Ça s'appelle l'ACRE, l'aide à la création de l'entreprise d'entreprise. Et ça permet en fait de cumuler ces indemnités. Alors les montants sont plus élevés, mais évidemment les contraintes ne sont pas les mêmes. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, d'abord, il faut quand même dire, je ne veux pas mettre un bémol à tout ça, mais Lafarge n'était pas dans une fermeture défensive. Il n'y avait pas le pistolet sur la tempe. C'est une grosse entreprise qui a pu planifier, qui restait dans le pays, qui avait des investissements à faire. Et donc, c'est complètement exemplaire, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Quand vous êtes, quand je dis le pistolet sur la tempe, on se comprend, mais au bord du dépôt de bilan, qu'il faut fermer, sinon on meurt, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Et évidemment, c'est pas la même histoire. Ça, on n'ôte rien au mérite de ce plan. Non, moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est deux choses. Le fait qu'il y ait 120 salariés sur 120, si j'ai bien compris, ou quasiment, qui choisissent la création d'entreprise. En France, ça serait jamais ça. Mais jamais ça. Et ça veut dire deux choses. Que l'état normal de l'homme n'est pas celui du salariat. Un très très grand débat. En tout cas au Maroc. Non, mais pourquoi? Parce qu'ils ont gardé une envie et j'ai presque envie de dire qu'ils croient plus en eux que les Français. C'est culturel. Je sais pas, mais je constate, moi je connais pas le Maroc, donc je peux pas porter de jugement, mais je constate qu'en France, ça serait jamais ça. Et la deuxième chose qui est très frappante, c'est le taux de réussite. Parce que le taux de réussite en France, mais dans les pays occidentaux en général, des créations d'entreprises, est à peu près, alors bon, il y a plein de statistiques dans tous les sens, mais enfin en gros, il y a 1 sur 3 qui échoue, quoi. Bon. Et c'est, j'allais dire, pour moi, ça fait partie, moi j'ai créé 2 entreprises, j'en ai financé beaucoup, ça fait partie l'échec fait partie du projet. Donc je trouve ça assez fascinant, et moi ça rejoint un truc qui m'a beaucoup frappé dans un bouquin de Younous, donc le créateur, entre guillemets, du microcrédit, je pense que tout le monde connaît, qui disait, mais ne croyez pas que, entre guillemets, alors je veux pas que ça soit pris comme une mesure un peu, un commentaire dérogatoire, que les pauvres du Bangladesh ne sont pas des créateurs d'entreprise, parce que justement, comme ils ont vécu sans argent pendant toute leur vie, ils ont appris à, entre guillemets, se démerder sans capital. Le jour où vous mettez un peu d'essence dans le moteur, donc
quelques... Alors là, c'était pas des milliers d'euros, hein, pour Younous, on parle de dizaines d'euros. Vous leur donnez un formidable coup de pouce, et là, ils se mettent effectivement à être des entrepreneurs formidables. De temps en temps, je vais faire du politiquement non correct. Nos beaux Français assistés dans tous les sens du terme avec 24 mois d'indemnité chômage, ils ont peut-être moins envie de se battre pour monter leur boîte. Samuel Rouvillois, il faudrait voir ce modèle de Lafarge comme un bon exemple, un modèle peut-être pour nous autres. Oui, à condition qu'on le déconstruise, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive que tout ce qui permet sa réussite. Hein. Quand quelque chose réussit, la question est de savoir pourquoi ça a réussi. Et là, on voit bien qu'il y a la convergence d'énormément de facteurs. Hein. Il y a un facteur culturel, aussi bien du côté de ce qu'est le Maroc que de ce qu'est l'entreprise Lafarge. Il y a la possibilité de développer des emplois avec une basse qualification. Enfin, il y a énormément de présupposés qui sont de l'ordre de la chance, de l'ordre du choix. Bon, par contre, c'est vrai, qu'à la fin, ce qui est marquant, c'est la notion de prise de risque. Alors, je dirais, les Français sont peut-être assistés, mais les Français sont aussi, quand on veut lancer une entreprise en France, la complexité administrative, sans parler de la complexité psychologique, mais je dirais le nombre d'obstacles qu'il faut surmonter avant d'avoir pu envisager de le faire, sont pas du même type que là-bas. Là-bas, il y avait des obstacles aussi, hein. On voit bien, il y a, pour d'autres raisons, mais c'est pas les mêmes types d'obstacles culturels, psychologiques, familiaux, financiers. Et donc, moi, ce qui m'a frappé là, c'est le temps d'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a eu un temps de recherche, de compréhension à plusieurs, de ce qui allait permettre que ça réussisse. C'est pas, pardon, mais les Français qui arrivent et qui vont vous expliquer comment il faut faire. C'est pas uniquement le syndicat qui va dire voilà les conditions. On sent bien que c'est une espèce de, non seulement de décision partenariale, mais de réflexion et de compréhension. Moi, c'est ça qui m'impressionnait. C'est une compréhension à plusieurs. Et ça, c'est pas facile d'accepter de devoir comprendre à plusieurs. Moi, ça m'a beaucoup impressionné, ça. Philippe Chalmin, dans un contexte dit de crise où on licencie un peu plus qu'il y a quelques années en ce moment, est-ce que ce genre de plan est possible? Moi, je voudrais réagir à ce que viennent de dire Samuel Rouvillois et Geoffroy Roux de Bézieux, un peu en faux. Parce qu'on crée énormément d'entreprises en France. Il se crée pratiquement chaque année 200 000 entreprises. 300. Je vais même aller plus loin que vous, 300 000. 300 000, ils sont créés 450 au Royaume-Uni. Oui, non, mais attendez, mais d'accord. Mais pour avoir été dans une partie de ma carrière dans une entreprise d'assurance crédit, donc qui n'arrêtait pas de compter les cadavres, j'avoue que j'étais toujours extraordinairement inquiet de voir augmenter le nombre de créations d'entreprises, car je savais que le nombre de défaillances allait mécaniquement augmenter 1, 2, 3 ans plus tard. Et ce que j'ai bien aimé dans le cas Lafarge, c'est, oui, on va vous inciter, mais on va vous accompagner. C'est faux. On peut créer facilement une entreprise en France. Une entreprise en France, ça se crée dans la journée aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile de créer une entreprise que de passer son permis de conduire. Alors, je suis désolé, mais créer une entreprise, c'est rentrer effectivement dans un monde de complexité. Il y a quelques années, la grande époque où les banques en France ont fait du dégraissage. Alors les banques faisaient du dégraissage et elles donnaient plus que 10 000 euros. Hein. C'était 20, 30, 40 000 euros à des gens pour créer leur entreprise. Et il y avait une d'entre elles, je ne me souviens plus laquelle, qui avait conditionné les plans de création d'entreprise à un accompagnement par un cabinet conseil pendant 2 ans. Le résultat, le taux de défaillance de ces jeunes entreprises avait été réduit énormément. Moi, c'est ça que je crois qui est important. Parce que, non, à la limite, ce film, c'est merveilleux. Alors là, on va être d'accord, c'est un hymne à la libre entreprise, c'est un hymne à l'économie de marché et à la création de richesses. Simplement, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que s'il n'y a pas un minimum d'accompagnement, on va à la catastrophe. Et même en cette période où il est plus difficile de trouver du travail et où on licencie plus oui, mais facilement. À ce moment-là, il faut avoir un projet. Je vais vous citer un exemple que m'avait donné le responsable d'une société justement d'accompagnement, une dame qui était au guichet d'une banque à Vendôme, rêvait de créer un magasin de toilettage pour chiens. Excellente, c'est une entreprise, c'est une création. Bon, simplement, elle n'avait même pas fait l'idée de faire juste l'étude de marché qu'il y avait déjà 2 magasins de ce type à Vendôme et qu'il n'y en avait pas à Châteaudun. Le conseil a vaguement regardé, s'est rendu compte que le marché vendômois du toilettage pour chiens était totalement saturé, que par contre à 30 bornes de là, à Châteaudun, il y en avait un. Voilà le genre de truc. Bon, alors, il est évident qu'aujourd'hui, c'est vrai
que la conjoncture est beaucoup moins bonne. Ceci étant, il y a toujours du marché pour de bonnes idées. Samuel Rouvillois, on en revient à la notion de confiance, on l'évoquait dans ce documentaire, c'est la clé d'une entente, d'un fonctionnement positif. C'est pour ça que l'hymne à l'économie de marché, je mettrais quelques nuances. L'économie de marché, tout dépend par quelle structure anthropologique elle est sous-tendue. Quand elle est sous-tendue par une structure anthropologique qui est de type parfaitement égoïste, centrée sur soi, en pure rivalité à l'égard d'autrui et sans aucun souci du bien commun et de la solidarité, je ne pense pas que ce type de documentaire soit un hymne à ce type d'économie de marché. Donc c'est pas l'économie de marché en soi, c'est une économie de marché sur fond de solidarité ancrée très profondément dans les êtres, avec, je vous le rappelle quand même, un fond de structure de société de type traditionnel. Et donc on ne peut pas comparer du tout, j'allais dire, une aventure comme celle-là, ce qui existe chez nous. Aujourd'hui, nous avons définitivement cuté les structures de société traditionnelles. Les logiques de solidarité n'existent absolument plus. Celles de logique de solidarité familiale n'existent même plus. Donc on ne peut pas les comparer. Donc la confiance, précisément, elle n'est pas du tout la même. La confiance dans une société de ce type-là, j'allais dire, elle a précisément une forme particulière. Elle a la forme de la communauté, elle a la forme de l'espérance liée à la culture dans laquelle on est. Elle est, à mon avis, beaucoup plus difficile à recréer ou à développer dans une société dans laquelle, j'allais dire, on n'est plus simplement dans la libre initiative, on est dans la solitude de ces initiatives. C'est pas tout à fait pareil. Et ce dialogue à trois, justement, également, entre l'entreprise, les pouvoirs publics et puis le syndicat, est-ce que c'est quelque chose qui est applicable dans d'autres contextes ? Là encore, quand vous avez... Parce que Lafarge n'est pas n'importe quelle entreprise. Lafarge est une entreprise qui a une culture, j'allais dire, qui était biocompatible avec la culture du Maroc. Était capable parce que Lafarge a fondamentalement fait des choix de type humaniste, de type chrétien, de type de solidarité, de type de souci des personnes. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises, il faudrait d'abord une révolution culturelle, alors pas simplement de l'alphabétisation, il faudrait une révolution culturelle de 10 ans avant d'être capable de comprendre les enjeux qu'il y a dans ce type de... Et donc là, je dirais, la question, pour nous, elle est plus brutale. C'est comment créer les compréhensions qui vont permettre à des acteurs comme les pouvoirs publics, les syndicats, les managers et j'allais dire même les actionnaires, pour réussir à quelque chose comme ça. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué chez nous. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que n'importe quel patron peut fonctionner dans ces fameuses relations de confiance qu'on évoque, ou est-ce que c'est lié à un contexte comme le cas marocain ? C'est les deux d'une certaine manière. Je pense que moi, je pense que l'individu est libre et responsable, et que donc chacun est responsable de ses choix, soit devant Dieu si on est effectivement pratiquant, ou en tout cas croyant, soit devant sa propre conscience. Donc oui, tout le monde, tout patron, mais tout manager, c'est pas juste le patron, a tous les jours des choix à faire. Et je crois pas du tout, on avait l'occasion de discuter avant l'émission, je pouvais pas faire autrement parce que on a toujours fait comme ça, et ceci et cela, c'est pas acceptable. Après, on a souvent des choix cornéliens à faire quand on est patron, parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je vais pas dire que c'était un cas facile, mais c'était un beau cas. On va dire ça comme ça. Puis de temps en temps, vous avez des cas entre deux mots. Est-ce que je licencie vite pour sauver la boîte, dans des conditions qui seront dures pour les gens en question, et je sais que je vais faire du mal à ma gauche, enfin quand je dis à ma gauche dans cet établissement que je vais fermer parce que je peux pas faire autrement, ou est-ce que j'essaie de faire les choses plus soft mais je risque d'entraîner tout le bateau dans sa chute, et ça c'est le moindre mal. Vous savez, c'est la théorie de je sais pas, ça s'appelle la guerre utile, comment ça s'appelle, frère nous dira mieux que ça, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps la guerre juste, voilà exactement, je sais pas si c'est une vraie théorie d'ailleurs, mais vraiment c'est une autre discussion. C'est ce que je veux dire par là, c'est que oui, un patron responsable, il n'y a pas de non-responsabilité. Enfin, ça, je ne crois pas une minute à ça, mais on est souvent, et moi, ça m'arrive, je ne peux pas dire tous les jours, mais enfin, c'est le rôle d'un patron de faire des choix, et il n'y a pas toujours le choix facile et le choix difficile. Ouais. Là, vous avez dit un truc très intéressant à la fin, c'est que, en dehors de toute culture humaniste qui est chez Lafarge, c'était le bon choix économique. Ouais. C'est-à-dire que M. Madoff, s'il avait été intelligent, dans la même circonstance, aurait fait la même chose. Mais voilà. À la fois le bon choix économique, je dirais même, je pousserais le cynisme encore plus loin, c'était le meilleur choix en termes de communication. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes là tout à fait dans le cadre de l'investissement socialement responsable, etc. Je vous rappelle que le comportement boursier des entreprises dans les classements ISR aux États-Unis sont supérieurs à ceux des autres entreprises. Car une entreprise... ISR, ce sont des classements des entreprises qui répondent à des critères d'investissement socialement responsable, donc dans le domaine social et environnemental en général. Ce sont des critères de bonnes, voire de très bonnes pratiques sur lesquels se placent un certain nombre d'investisseurs.
Alors on a vu la particularité du projet de Lafarge Maroc, c'est la prise en main par chacun de son propre destin. L'Arbicoulou, qu'est-ce qui était le plus dur? C'est comment on accompagne individuellement l'autonomie de ses salariés? Ça a été difficile, mais il faut relativiser un petit peu. Et comme ça a été dit, quand on a bien préparé, quand on a couché sur papier tout ce qu'on allait faire après, ça facilite un peu les choses. Nous, au départ, on voulait que ça soit un plan social, créateur d'emplois, mais en même temps, on voulait, entre guillemets, comme ça a été dit, que les gens soient libres, soient responsables. Et il fallait les responsabiliser dès le départ. Au niveau de la communication, on avait précisé aux gens qu'on était là pour les aider, pour les accompagner, pour les suivre, mais on n'était pas les créateurs, on n'était pas les promoteurs du projet. Il fallait donc des personnes qui avaient peut-être travaillé chez vous pendant des années, qui n'avaient pas travaillé ailleurs, de tout d'un coup changer de métier. C'est vrai que c'était pas facile, c'était difficile, mais on est arrivé quand même, et surtout nous, équipe d'appui de ces projets, on s'interdisait à faire à la place des autres. Même, on a parlé d'études de faisabilité, on a fait systématiquement des petites études de faisabilité, c'était très très simple, mais on demandait, par exemple, quelqu'un qui devait développer un projet de taximan, on lui demandait, lui, personnellement, d'aller voir les gens qui ont des taxis, de recueillir des informations, on analysait avec lui cette information et on voyait s'il pouvait dégager ou pas le revenu que nous, on espérait qu'il dégage. Parce qu'un autre élément, c'était qu'on ne voulait pas que les gens créent des projets qui leur dégageraient un revenu inférieur au salaire qu'ils avaient à Lafarge. Forcément, il était obligatoire. Mais les gens ont réagi comme on le souhaitait. Et d'ailleurs, ces projets nous ont permis de corriger beaucoup de préjugés. Premier préjugé, c'est que c'était essentiellement des gens qui étaient à l'origine de la campagne, qui s'étaient déplacés en ville, dans le cadre de ce qu'on appelle au Maroc l'exode rural, et on pensait qu'ils n'allaient pas revenir à la campagne. Et vous avez vu, au niveau des statistiques, les projets, le nombre de projets dans l'agriculture est important. Le deuxième préjugé, c'est qu'on pensait que tous, ils allaient préférer travailler comme salariés. Ça n'a pas été le cas, et ils l'ont fait avec conviction. À un moment donné, et d'ailleurs, nous, on avait fait un travail de préparation assez fort. On a été voir les zones industrielles de la région, on a été voir des entreprises de la région qui pouvaient prendre quelques-uns des chemins, et entre parenthèses, on a constaté qu'il y avait un phénomène de solidarité extrêmement important, même de la part des entreprises de la région, qui disaient, il n'y a pas de problème, s'il y a des gens qui conviennent à notre activité, nous les prendrons. Mais donc, la responsabilisation, elle a été faite pendant toute la période de la préparation et même pendant l'accompagnement. Frère Samuel, vous êtes formateur. Est-ce qu'il y a une éducation à la liberté dans cet exemple qu'on a vu dans le film ? Oui, ce qui est intéressant, c'est précisément que c'est pas une éducation à la liberté par des slogans, c'est une éducation à la liberté par l'accompagnement. J'ai beaucoup aimé, parce que c'est comme ça, la liberté, c'est bien de la revendiquer, c'est autre chose d'arriver à l'assumer. Et je trouve et je trouve ce qui est très intéressant, c'est que moi je pense profondément qu'un des premiers lieux où on expérimente la liberté de manière vraie, c'est dans le travail. C'est l'initiative et la prise de risque dans le travail. La liberté dans la relation humaine, la liberté par rapport à sa propre existence, c'est vrai, profondément, c'est ce qu'on souhaite. C'est plus difficile, parce que apprendre à déjà assumer ce qu'on est, c'est tout un travail. Mais je trouve que le travail, la créativité, la prise de risque sur un investissement, sur la prise en charge de quelqu'un dans l'ordre du travail, c'est un lieu très très fondamental, je pense, de l'éducation à la liberté. Ça veut dire qu'il y a des outils pour apprendre la liberté ? Oui, il y a des outils. Le premier outil, on l'a vu, c'est le respect de la vérité. C'est que je suis pas libre si je suis toujours dans ma subjectivité, dans mon imaginaire, si j'ai pas de respect d'autrui. Je dirais, il y a une humilité face aux choses, il y a une écoute, ensuite il y a une analyse, parce que il faut que je vois où est-ce que je suis libre et où est-ce que je suis pas libre. Et puis ensuite, il y a d'accepter d'être accompagné, parce que la liberté, elle s'apprend aussi auprès d'un aîné, qui va me tirer au-delà de ce que j'espérais moi-même. Donc j'allais dire, c'est ce que je trouve très riche. Et j'allais dire... On voyait sur le visage de ces hommes dans ce film le fruit de cette liberté, qui est au fond un certain bonheur d'être.
Et c'est vrai que ça donne beaucoup à penser sur nous, comment est-ce qu'on rééduque à la liberté quand on n'a pas su y éduquer. Parce que quand même, on est dans un monde qui revendique la liberté, mais qui a tellement de mal à la vivre de manière créative. Philippe Chalmin. Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Parce qu'il y a une précision que je voudrais apporter suite aux interventions de trois des personnes de cette table. Il ne faut pas idéaliser et faire de Lafarge Maroc l'exemple. Hein. Nous avons capitalisé sur ce qui avait été fait par le groupe Lafarge, en particulier en France. Ça répond à nous avons convaincu en partie les gens de l'UMT en leur faisant rencontrer ce qui avait été fait lorsque Lafarge avait fermé son usine à Sète. Et en allant voir sur place et en interrogeant les gens qui avaient, et en particulier une entreprise de mécanique qui avait été créée par 3 personnes, qui aujourd'hui emploie 70 salariés sur la région de Sète. Et des choses qui ont été faites aussi en Allemagne de l'Est, après la chute du mur de Berlin, et en Pologne. Et donc nous avons dire que vous avez un héritage plutôt positif. Absolument, mais je veux dire par là que nous avons capitalisé sur une expérience. Voilà, et puis, ce qui est satisfaisant, c'est que cette expérience, elle a servi en Jordanie, au groupe, et elle va servir bientôt en Zambie, pour faire le même type d'opération. Donné à tout le monde, à toutes les entreprises. Vous êtes un patron privilégié. Et les statistiques à 7 étaient du même acabit que celles que j'ai eues. 80% d'entreprises qui ont été maintenues, 92% des salariés licenciés qui ont été... Mais avec un système d'accompagnement. Avec un système d'accompagnement. Je crois que c'est ça la clé. Hein. C'est une clé, absolument. Moi je pense que même s'il n'y a pas eu la dimension de Lafarge, si on anticipe et si on pense au progrès social des hommes et des femmes qui travaillent au sein des structures, et si on établit une relation de confiance avec ces gens, ils peuvent eux-mêmes, dans le cadre de leur épargne, moyennant des contributions étatiques, moyennant des ressources qui peuvent être mobilisées par ailleurs, moyennant des apports en nature, etc., on peut imaginer un certain nombre de créations d'entreprises. Il ne faut pas qu'on dise que parce que Lafarge a des moyens financiers, etc., la solution la plus facile, et je suis quasiment certain, s'il n'y avait pas eu l'accord au plus haut niveau avec notre syndicat, avec l'UMT, Schmitz est venu voir le secrétaire général, qui est un homme historique au niveau national, et qui a adhéré à l'idée. Et il lui a dit, nous n'allons pas donner de l'argent aux gens. Ils ont leur indemnité, ceux qui ne veulent pas faire, ce qui est tout de même une décision très forte de la part d'un syndicat. Nous allons le complément, on ne le donne pas s'ils ne s'investissent pas dans un projet. Mais on a élargi les projets aux enfants. Ça aussi, c'est une spécificité du projet. On le dit, mais on ne le dit pas souvent, on ne met pas l'accent énormément. Ça a été élargi. Un enfant qui a un métier, qui est capable de faire quelque chose, il pouvait bénéficier de l'apport prévu par Lafarge pour créer transmission, absolument. Donc c'est une dimension importante. Je dirais que maintenant, je vous donne une contre-vérité aussi. Nous avons lancé au Maroc un programme qui s'appelle Mouqawalati, mon entreprise, dédié avec un budget de quasiment presque 50 milliards, c'est combien de centimes, c'est combien d'euros? Je n'arrive pas en euros. Donc c'est 500 000 euros à peu près, hein. 500 000 euros pour encourager les jeunes diplômés du supérieur à créer leur entreprise. Donc on les accompagne, on leur accorde dans la formation, etc. Mais finalement ce projet ne marche pas et on a découvert que ce sont la maîtrise moyenne et peut-être la base, les ouvriers de basse qualification qui s'engagent à créer les entreprises. Et ça c'est une leçon aussi à en tirer de cette expérience. Le diplôme, c'est le confort. Voilà, absolument. C'est surtout qu'il crée l'illusion de la compétence pratique, alors que le diplôme est une compétence théorique, alors que la création d'entreprise, elle n'est pas du même ressort. Il y a un point, je voudrais juste ajouter. Pardon, allez-y, je vous en prie. C'est pour confirmer ce que vous venez de dire. Il y avait un seul cadre dans ces personnes-là, et c'est avec ce cadre qu'on a eu le maximum de difficultés. Il était le dernier à avoir créé son entreprise. Il l'a créé quand même. Il l'a créé quand même, et ça marche maintenant. La mobilité, là, il y a une chose que je n'ai pas complètement compris, effectivement. Il y a une partie de ces gens-là qui sont revenus, si j'ai bien compris, donc une cinquantaine,
dans leur village d'origine ou pour recréer ce qu'ils savaient un peu déjà faire. Donc ils ont finalement renoué avec des compétences qu'ils avaient eues, je suppose, dans leur enfance ou même assez anciennes. Donc avec leurs parents. Et c'est vrai que quand on se place dans la situation française, on a un peu une difficulté parce que on voit bien comment ça fonctionne. Quand vous faites un plan de licenciement à Grenoble, dans une prise informatique très connue mondiale qui met 1000 personnes à la porte, les gens qui sont dans ce secteur, qui sont jeunes, secteur porteur, en général, créent leur entreprise, retrouvent du boulot assez facilement. Quand vous fermez une usine de presse purée à Alençon, chez un grand fabricant, dont nous tairons le nom. Voilà, dont nous tairons le nom, avec des ouvrières qui n'ont fait que ça, depuis l'âge de 20 ans, qui n'ont pas été formées à d'autres métiers, dont les capacités, la moyenne d'âge doit être de 50 ans, évidemment, leur demande d'avoir de la mobilité intellectuelle, géographique et métier est beaucoup plus difficile. Et donc c'est vrai que cette dimension-là est un élément à prendre en compte dans toute cette réflexion. Alors, dans le cas auquel vous faites référence... Le deuxième ou le premier? Le deuxième, qui s'appelle Moulinex, pour ne pas le citer. Là, on est obligé quand même de constater que le tort avait été... Ça n'a pas pu être justement un licenciement de confort ni rien, puisque l'entreprise a fait faillite. Et que surtout, c'était l'exemple même d'une admirable gestion paternaliste sur lequel on ne cherchait à sauvegarder l'emploi, car il y avait des usines dans tous les coins de Normandie. Et le résultat, au lieu de probablement essayer de faire évoluer les choses, ça a été le désastre le plus total. On va passer à un autre volet. Voilà, on évoquait la question libérale, on en vient maintenant à la question sociale. Alors Philippe Chalmin, justement, qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité sociale ? Écoutez, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la responsabilité qu'a l'entreprise vis-à-vis, je dirais, de l'ensemble de ses partenaires. Qui dans l'entreprise? Le patron? L'entreprise au sens le plus large. Oui. Alors ça peut être les propriétaires, ça peut être le management, et en face d'elle, elle a des salariés, elle a des actionnaires, elle a des clients, elle a une société. Et donc, lorsque l'on parle de la responsabilité sociale de l'entreprise, en général aujourd'hui on fait référence à la fois aux conditions de travail, donc à la manière dont l'entreprise gère ses relations de travail au quotidien, alors à la fois dans son pays, mais aussi dans des pays étrangers. Donc, est-ce qu'elle respecte au minimum les normes du Bureau international du travail, etc. Mais ça peut être plus vicieux. Est-ce qu'elle le respecte aussi au travers de ses sous-traitants, car bien souvent vous pouvez être totalement nickel et puis faire suer le bournou à un certain nombre de sous-traitants. Donc il y a tout cet aspect social, il y a un aspect environnemental qui est quand même extrêmement important aussi, donc je vous fais grâce de tout le bilan environnemental que vous pouvez imaginer. Et puis il y a un dernier point sur lequel moi j'essaie de me battre, mais qui n'est pas souvent pris en compte, qui est à mon avis aussi la responsabilité en termes financiers. Par exemple, j'estime qu'un des critères de responsabilité sociale des entreprises et dans les classements que l'on n'intègre pas assez, c'est se refuser à utiliser des paradis fiscaux, se refuser à utiliser... est-ce que c'est une éthique? C'est à la limite de l'honnêteté de base. Faut pas exagérer. Étant un libéral, j'estime que l'économie de marché, c'est tout sauf la loi de la jungle. Et pour un vrai libéral, l'existence de structures comme des paradis fiscaux, comme des pavillons de complaisance, etc., est un véritable scandale, bien avant que l'on parle d'éthique. Vous avez la même définition de la responsabilité sociale de l'entreprise? Oui, moi je le fais un peu différemment. Je me méfie un peu des classements, des critères, ça, parce que tout est assez relatif. C'est-à-dire que, et comparé, encore une fois, alors, les tailles d'entreprise, les géographies, les métiers... Mais votre propre définition, vous, de la responsabilité sociale? Moi, je crois que c'est... en tant que patron, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'un patron ou un actionnaire ou les managers d'une entreprise, enfin ceux qui ont en main le destin collectif, doivent pouvoir se lever le matin, se raser, enfin quand c'est un homme, excusez-moi, un peu machiste commentaire, et se dire mais exactement, est-ce que j'ai fait hier dans la journée ou ce que je vais faire aujourd'hui, je le fais de manière honnête et en vérité, et c'est donc pas aussi simple que de mettre les choses dans une case. Parce que comment on l'applique, par exemple, chez Virgin, vous, dans votre entreprise, comment vous l'appliquez au quotidien? C'est tous les jours, je veux dire, et chaque fois, j'ai des décisions difficiles à prendre, qui sont licencier un collaborateur qui est pas compétent.
et donc vous savez qu'il est en train de divorcer, que sa femme, enfin que lui il s'y perd du boulot, il va mal, c'est pas le maman, que je sais pas quoi, qu'il a un drame personnel, enfin je sais pas. Enfin j'ai un cas en tête il y a quelques mois, et pourtant c'est un calvaire qui ne fait pas l'affaire, qui n'est pas compétent, qui est en train de tout le monde faire le bas. Qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être pas dans les classements de la RSE au sens. Il y a une vraie différence de définition là. Non, mais j'élargis. C'est la même chose parce que moi je. Et c'est un cas que vous avez, pardon, juste pour finir, que vous avez, enfin en tant que patron, je ne vais pas dire tous les matins, heureusement pas tous les matins, il y a des moments agréables, mais enfin en tout cas ça fait partie de la vie d'un patron. Et sans, il faut savoir prendre des décisions, parce que vous ne prenez pas de décision, vous faites couler la boîte. Un moment, si vous restez comme ça, vous finissez comme Moulinex, c'est exactement l'histoire. C'est la différence entre la justice et la morale. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quand même faire fondamentalement ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et savoir faire et distinguer la justice de la malhonnêteté. La morale, ça va beaucoup plus loin. C'est d'être tous les matins en train de se dire, est-ce que ce que je vais faire est-il ou non bon pour mon prochain? Mais là, vous rentrez dans un système qui est fondamentalement subjectif. Alors que la RSE, ce serait un tout petit peu plus objectif. Mais moi, ce que j'ajouterais quand même par rapport à la bonne conscience ou au fait de se sentir bien avec soi-même, parce qu'on peut se sentir bien avec soi-même à peu de frais aussi, tout dépend comment on se fabrique dans la tête les choses. Voilà, ça dépend du soi-même. Ce que je trouve intéressant dans la RSE, je suis tout à fait d'accord avec vous, on est encore dans l'ajustement, la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. L'Europe a pondu des textes qui sont des usines à gaz sur ce sujet-là. Ou bon. Moi, ce qui je trouve fondamentalement intéressant, c'est que les partenaires engagés autour de l'entreprise commencent à s'apercevoir qu'ils ont des devoirs les uns envers les autres. Ça, c'est intéressant. Que le dirigeant s'aperçoive qu'il a des devoirs envers son client, ça c'est sûr, mais il en a aussi vis-à-vis de l'environnement socio-économique dans lequel il est. Donc il y a des sanctions si on ne respecte pas ses devoirs? C'est pas d'abord en termes de sanctions, je pense que c'est d'abord en termes de responsabilité. Que l'homme politique a une responsabilité de l'entreprise et que l'entreprise a une responsabilité du politique. C'est tout nouveau, ça. Que que c'est nouveau. Je me vous interromps. Je pense pour moi, c'est vieux quand même. Quand les maîtres des forges installaient des maisons, des écoles, c'est-à-dire on peut appeler ça du paternalisme. Mais là, vous remontez il y a très loin. Non, mais je suis pas sûr que ce soit nouveau. On rehabille quelque chose qui a toujours existé. Il y a toujours eu des entreprises. Oui, mais je pense que c'est un mouvement collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une prise de conscience collective d'une interdépendance qui est plus systématique et plus aiguë. Bien sûr, là encore, dans une société rurale, l'interdépendance, on en avait conscience, on était obligé de l'avoir pour survivre. Le problème de la société qu'on a créée, c'est qu'on n'est pas obligé d'être interdépendant si on n'en prend pas conscience. Et là, je trouve que la RSE, c'est de s'apercevoir que si, à court terme, on ne prend pas conscience de nos interdépendances, on va finir par faire sauter le système à long terme. Ça, c'est nouveau. Donc c'est ça le garant, en fait. Voilà. Et donc là, vous voyez, je dirais, c'est une espèce de... Pour moi, c'est un renouvellement de la prise de conscience de la solidarité. Si on le comprend. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont une mémoire ancestrale, les dinosaures de plus de 40 ans, quand ils n'ont pas été trop pollués par l'individualisme matérialiste, se souviennent qu'effectivement la solidarité existait, c'est ce que vous dites. Mais enfin, il y a quand même une bonne partie, y compris des dirigeants d'entreprise, qui l'avaient oublié entre deux. Si je puis me permettre quand même, dans le film, on voit apparaître quand même très nettement ce qui est présent au Maroc, qui est la notion de communauté. Tout à fait. Que l'on va retrouver aussi dans nombre de pays, y compris par exemple dans un pays comme les États-Unis. La France est quand même, de ce point de vue-là, un cas très particulier. Le christianisme social dont vous parliez, les patrons sociaux, chrétiens souvent d'ailleurs du 19e siècle, aujourd'hui, toutes leurs écoles et autres sont passées sous le giron de l'État. Et en France, nous avons cette particularité que toutes les formes de solidarité passent par le giron de l'État. Et de ce fait, quelque part, la notion de communauté, telle qu'on peut la vivre, donc telle qu'on la vit au Maroc, mais telle qu'on la vit aussi dans nombre de pays développés, nous sommes un cas très particulier où cette notion, elle n'existe pas. Mohamed Alaoui, alors vous, quelle définition vous donnez à la responsabilité sociale? Pour nous, vous savez que les syndicalistes sont davantage concrets sur ce sujet. Moi, absolument, c'est un débat très enrichissant, des différentes définitions et les différents aspects de la RSE, mais il me semble qu'au niveau syndical, nous nous battons actuellement, et je pense dans les pays en développement, et je pense même dans les pays développés, c'est de garantir déjà ce que développe à travers le BIT, ce qu'on appelle le travail décent. Le travail décent, déjà vis-à-vis des hommes et des femmes de l'entreprise, une responsabilité déjà directe, en ce sens qu'il faut rémunérer pour que l'individu puisse vivre correctement. Lui assurer des conditions de travail. S'il il va faire de la soudure ou va faire des échafaudages, etc., qu'on lui garantisse la sécurité, qu'on lui garantisse des horaires de travail convenables. Donc, ces conditions de travail, qu'on lui garantisse une sécurité sociale,
en termes de santé pour lui et pour ses enfants. Lui garantir, de l'aider aussi à garantir l'éducation de ses enfants. Nous pensons qu'à ce niveau, il y a un travail de fond qui doit se faire. Bien sûr, ça c'est le premier cercle. Le deuxième cercle, c'est bien sûr l'environnement local. L'environnement local, quand on est dans un pays en développement, il y a énormément de besoins. Et on voit qu'un certain nombre d'entreprises, je ne vais pas encore citer Lafarge, mais qui ont contribué à rénover des écoles, à doter de l'électricité certains villages qui n'en disposaient pas, à construire des routes secondaires, etc. Donc il faut qu'on soit dans le concret, parce que je pense en termes de responsabilité, de liberté, d'interférence, le politique, le social, l'économique, etc. Tout ça doit se transformer pour nous syndicalistes sur le terrain. Frère Samuel, là on parle de la responsabilité sociale de l'entreprise, mais au sein de l'entreprise, est-ce que chacun est appelé à exercer une responsabilité d'une manière ou d'une autre, quel que soit son échelon? Là aussi, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'on voit bien précisément, dans une société traditionnelle, le chef est le chef et les autres sont moins responsables que le chef. De voir que celui qui n'était pas le chef est capable de... Alors là encore, sont des gens qui ont quand même la mémoire de l'initiative personnelle. Donc c'est pas des gens qui sont la 3e génération de salariés. C'est là que c'est plus difficile. Je pense que si vous aviez une 3e génération de salariés, le succès de la... Enfin, vous n'auriez pas eu autant de personnes capables de reprendre l'initiative personnelle. Mais il me semble que, précisément, dans l'entreprise, on est en train progressivement de découvrir que, d'abord, le patron occidental s'aperçoit qu'il a une responsabilité, je pense, moindre que celle qu'il imagine. Enfin, il est tout doucement en train de s'apercevoir que sa marge de liberté est plus faible, qu'il y a beaucoup de choses qu'il imagine décider lui, la décision est déjà à 90% prise, il a simplement à la signer, que la dimension originale de sa décision est souvent nulle. Bon. Et donc je pense qu'inversement, il ne fait rien, lui. Il coordonne ceux qui font. Ceux qui font, c'est les autres. Et donc, c'est pas lui, il ne signe pas tout seul le produit, normalement. Enfin, c'est tous ceux qui le font qui signent le produit. Et sa signature est au milieu des autres, même si elle pèse d'un poids un peu plus lourd. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train, et la jeune génération va nous y obliger de manière assez forte, parce que la jeune génération n'est absolument pas sensible à, j'allais dire, l'organigramme hiérarchique, autrement qu'en termes de pouvoir. Qui change, alors. Voilà, pour eux, le patron, c'est celui qui a le pouvoir, c'est pas celui qui fait quelque chose de plus difficile qu'eux. Ils ont en partie tort d'ailleurs, mais je trouve que là... En partie, oui, parce que c'est vrai quand même de diriger 1000 personnes ou 2000 personnes, c'est quand même un peu plus compliqué que d'être simplement un exécutant à la base, sous un certain rapport. Bien qu'il y a des gens qui dirigent aussi facilement 10 000 personnes que d'autres ont du mal à travailler à la base. Enfin, donc j'allais dire... Mais il me semble qu'on est en train de quitter, j'allais dire, des représentations pour se remettre à l'écoute de ce qui se passe vraiment. Alors est-ce que là on ne revient pas à l'idée de formation, et une formation à l'éthique et à la conscience de ce qu'est l'entreprise et de son rôle dans l'entreprise? Ça c'est sûr, je pense que le problème majeur c'est que, encore une fois, quand on a quitté les structures d'une société traditionnelle qui avait ses avantages mais qui avait d'énormes défauts, par contre on la remplace. À quoi nous formons-nous? C'est bien de se former techniquement, c'est bien de se former, mais après ça, former managérialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se former humainement, le respect de la vérité des choses, l'honnêteté, la parole vraie, la capacité d'affronter l'autre dans la confiance. Où est-ce que ça s'invente? Et où est-ce que ça s'invente justement? Vous formez vos salariés à ce Écoutez, type d'éthique? non, moi je... non, comment clair. vous dire ça? Non, bon, moi j'ai monté des entreprises à partir de rien, avec des salariés sur lesquels, si vous voulez, à qui je demande énormément. J'espère qu'il n'y a pas trop de syndicalistes français qui m'écoutent, mais ils travaillent souvent plus qu'ils devraient. Et je mise, si vous voulez, sur leur autonomie. Et donc, pour répondre un peu à la question que vous avez posée, et pas celle que vous m'avez posée, mais celle que vous posez au frère tout à l'heure, je crois quand même, en tout cas, c'est sûrement vrai dans la société de services et dans des secteurs assez, innovants. Chacun a sa responsabilité et sa liberté dans l'entreprise. Alors ça peut paraître un peu utopique, vous dites, oui, mais alors moi quand je suis, je sais pas quoi, sur une chaîne automobile à Poissy et que mon seul job c'est de vérifier que est-ce que j'ai vraiment une part de liberté? C'est vrai que je veux pas être trop caricatural et il y a des secteurs et des types d'entreprises qui se prêtent plus à ça. Donc à partir de là, je mise moi sur je pense pas que ce soit l'entreprise d'apprendre la liberté aux gens, je pense que c'est leur éducation. Je pense pas avoir appris de la liberté dans l'entreprise, je pense avoir été éduqué par mes parents, par l'école, avec suffisamment d'autonomie pour avoir ma propre autonomie et faire confiance aux autres. Je reconnais volontiers que ce modèle-là d'entreprise
très autonome, où chacun finalement est un peu patron, est un modèle qui n'est pas le modèle de l'organisation taylorienne telle qu'on la connaît dans des très grandes entreprises. Je crois simplement, en tout cas dans le monde occidental, que c'est quand même un peu vers ça qu'on se dirige. D'ailleurs, juste un dernier mot, hein. La première entreprise que j'ai créée s'appelle Phonaos, que j'ai revendue depuis. J'ai plusieurs dizaines de salariés qui derrière sont partis pour créer leur boîte, sans plan, parce qu'ils avaient découvert ce goût de la liberté en quelque sorte. Deux mots, si vous le permettez. Parce que le temps file, juste deux mots sur cette dernière question. Exactement. Un, dans quelle mesure on peut démocratiser l'espace de production? Moi, je pense, est-ce qu'il y a possibilité de le démocratiser? Comment? En fonction des cultures, en fonction des vécus de chaque pays, en fonction de leur histoire. Le deuxième aspect dans la responsabilité sociale qui me paraît extrêmement important, c'est le partage. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'au moment où il y a l'abondance, c'est les actionnaires qui en bénéficient, et au moment où il y a la crise, c'est les salariés qui payent. Alors, les actionnaires payent aussi, notez. Non, ils perdent. D'une manière globale. Ils avaient gagné. On a vu un cas particulier au Maroc. On s'est un peu demandé tout à l'heure si ce cas était transposable en France. De quelle manière il peut être transposable ailleurs qu'au Maroc, hein, en France ou en Europe, ailleurs, aux États-Unis? Mais il a été transposé. Il est compris. C'est la farge d'autres entreprises. Hein. Ce modèle, ou pas forcément ce modèle, mais cette manière de faire, est-ce qu'elle peut marcher ailleurs? Dans d'autres cultures? Oui, je pense que oui, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet managériel, et c'est partout où vous allez, c'est la même chose. Tout ce qu'on a dit sur la préparation, la communication, etc., etc. Et maintenant, par rapport à la réalité, il faut bien analyser la réalité et il faut donc prendre en considération les spécificités quand elles existent. Et ça peut marcher. Au Maroc, il y a d'autres entreprises qui ont utilisé notre méthodologie, la méthodologie que nous avons développée à la Farge Maroc. Et j'avais une présentation à faire dans une école supérieure. J'étais allé sur Internet pour voir s'il y avait des éléments sur la gestion des plans sociaux. Et je trouve un cabinet conseil au Maroc qui travaille en collaboration avec un autre cabinet conseil à Paris et qui faisait la promotion à leur méthodologie de traitement des plans sociaux et qui reprenait, c'était peut-être pas à 100%, mais je pourrais dire à 95% exactement ce que nous avons fait. On va avoir des royalties. Oui, et en plus, c'est un cabinet qui travaille habituellement avec nous. Au-delà de l'aspect technique, si je veux dire, de faire un copier-coller, il y a deux points que je pense qui sont transposables. C'est un, l'anticipation, qui est la clé de la réussite et qui est très difficile. Et deux, le courage. Hein, je ne veux pas trop encenser, mais je trouve que c'est assez courageux quand il y a une grève à côté, on ne sait pas comment ça va se passer, d'aller dire aux gens ce qui va se passer en vérité. Entre guillemets, les yeux dans les yeux, je ne sais plus qui a employé cette expression-là. Ça, c'est des choses, pas facile, mais c'est des choses, des recettes, j'allais dire, qui marchent dans le monde entier. Quand on dit la vérité à ses salariés. Mais comme l'homme comporte aussi une partie de bon, ça il peut est marcher capable d'apprécier pour tout type de salariés. Vous parliez tout à l'heure là, c'est une manœuvre peu qualifiée. Est-ce qu'on peut recaser des cadres? Oui, bien sûr, les cadres sont ceux. Le chômage des cadres, c'est 3%. C'est ceux qui se recadrent le plus. Ouais. Mais c'est peut-être ceux qui ont le plus de difficultés à accepter ce genre de choses. Mais encore une fois, moi, je voudrais juste retenir ce point-là, c'est que quand vous dites la vérité à vos collaborateurs, et la vérité, c'est la vérité du moment. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez dire, je pense qu'on va réussir à passer la crise, et puis à un moment, vous pouvez leur dire, non, je pense qu'on va pas y arriver. Mais quand vous avez un discours de vérité, un respect de l'interlocuteur en face, qu'il soit syndical ou pas syndical, hein, d'ailleurs, enfin, de l'ensemble des collaborateurs, j'allais dire ça paye, enfin au bon sens du terme, c'est-à-dire que alors on n'a pas tous les mêmes moyens, la même capacité à offrir ce qui a été offert, mais même une PME peut avoir la même démarche, je crois. Un mot encore. Oui, on a un très bel exemple en France, qui est l'ADI fondé par Maria Novak, qui est un système de microcrédit adapté à la création d'entreprises. Il y a une dimension d'ailleurs qu'il ne faut pas oublier, qui a été soulignée par un des intervenants, c'est la tradition religieuse que vous retrouvez, c'est l'impératif de solidarité dans l'islam, que l'on retrouve aussi, l'éloge de l'entrepreneur existe un peu dans le protestantisme, parfois moins dans le catholicisme. Ça, ce serait une autre discussion. Revenons sur le contexte d'aujourd'hui. On dit que la crise financière et économique d'aujourd'hui est une crise du système. Est-ce que c'est l'occasion de redéfinir la place de l'homme dans l'entreprise, frère Samuel? Moi, je pense que c'est une crise du système, mais plus profondément, c'est une crise des acteurs. La crise qu'on vient de vivre, elle n'est pas d'abord une crise du système, elle est une crise du manque de courage de la vérité de voir la vérité des choses. On s'est menti à soi-même, collectivement. Toujours cette notion de vérité. Voilà, une erreur dans la projection.
parce que la base de projection sur laquelle on était une base de projection qui, elle aussi, manquait de réalisme et d'humilité. Un manque de solidarité et de sens de la justice. Donc j'allais dire, c'est d'abord une crise pour moi des acteurs. Ça peut être une chance, cette crise, du coup? Je pense que c'est une chance si elle aboutit, à une plus grande humilité, c'est qu'on se commence à voir du côté notamment des politiques. Tout d'un coup, on voit des gens se mettre à s'écouter, à se parler ensemble, en se disant que personne n'a la solution. Comment c'est? En tout cas, autour de la planète, je ne vois personne faire la leçon aux autres sur la manière de relancer l'économie. Je parle entre les pays. Voilà, entre les pays. Les États-Unis ont perdu, je dirais, ils n'ont plus la prérogative de présider à la gouvernance mondiale économique, à ce que j'ai cru en comprendre. Et donc là-dessus, tout le monde est mal, pour dire les choses, et tout le monde va plutôt à l'écoute de ce que l'autre invente. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les 6 de nous avoir rejoints. Et bien, si vous souhaitez retrouver cette émission, je vous renvoie à notre site ktotv.com. Très bonne soirée, au revoir.